Salut toutes et tous, alors nous voici dans la seconde vidéo d'une série de 4 vidéos sur les mitochondries. Alors si vous voulez aller voir la première vidéo, suivez le lien ici, mais vous pouvez tout aussi bien rester. Dans cette première vidéo, je vous explique simplement que les mitochondries sont des structures dans chacune de nos cellules qui jouent le rôle de véritables centrales énergétiques, des générateurs microscopiques qui d'ailleurs produisent quasiment toute l'énergie dont la cellule a besoin pour fonctionner. Donc toute l'énergie dont les tissus et les organes ont besoin, l'énergie dont nous avons besoin pour vivre. Alors ça fonctionne comment cette production d'énergie? Alors, pour dégrossir, commençons par la respiration externe, pulmonaire, hein, le fait de respirer. Ça fournit, c'est des choses que vous savez, mais ça fournit de l'oxygène au sang. Le sang va acheminer cet oxygène vers presque toutes les cellules du corps. Au sein de la cellule, l'oxygène est transmis aux mitochondries où il est utilisé pour transformer le glucose, les acides gras et parfois même les acides aminés, donc les molécules qui proviennent de la décomposition de ce que l'on mange, donc pour transformer tout ça en énergie par ce processus qu'on appelle la respiration cellulaire. Il faut maintenant approfondir la compréhension de ce mécanisme pour en mesurer les implications sur la santé et la maladie. Et aussi pour réaliser pourquoi il serait, si vous voulez, il serait judicieux d'aller rejoindre Christelle Civray dans la dernière vidéo, vous cliquez ici dans ce cas-là, donc de cette série, pour éventuellement s'engager dans des pratiques qui optimisent la santé mitochondriale. Pour faire simple et pour faire imager, voyez les mitochondries comme des usines. Okay, et comprenez que dans les sas d'entrée de ces usines, il y a les nutriments décomposés et l'oxygène. Okay, que tout ça fait l'objet de transformations en chaîne pour au final retrouver dans les sas de sortie de l'usine du CO2, de l'eau et cette molécule d'énergie universelle que toutes les cellules utilisent pour effectuer leur travail, qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate. Alors tout ça, c'est tout bonnement un processus incroyable. C'est super efficace. Ça permet de prendre l'énergie qui est stockée dans les aliments pour les transformer en ATP, qui est l'unique forme d'énergie que la cellule peut utiliser pour son fonctionnement. Donc ça veut dire que quoi? Respirer et manger, c'est fournir aux mitochondries les composés dont elles ont besoin pour produire de l'énergie. Tout ça est excellent, mais il y a tout de même un bémol. Enfin, des petits trucs, vous voyez, qui coincent dans cette mécanique. Et c'est pour ça que je vais vous parler maintenant des radicaux libres. Dans ces chaînes de réactions chimiques qui extraient l'énergie stockée dans les aliments pour les transformer en énergie utilisable par la cellule. Donc dans ces chaînes de réactions, ça se passe comment? Des électrons sont pris, ils sont amenés à réagir par-ci, par-là, avec l'oxygène par exemple, et ces systèmes jonglent en quelque sorte avec les électrons. Mais il faut comprendre que cette jonglerie, que le passage des électrons dans cette chaîne n'est pas toujours efficace à 100%. Même quand tout tourne très bien, il y a un petit pourcentage d'électrons qui s'échappent lors de ce jeu moléculaire et puis qui se déversent en dehors du système. Ce sont des électrons qui sortent du rang, si on peut dire, et qui vont aller réagir prématurément avec l'oxygène et former des superoxydes. Ça, c'est un radical libre qui est potentiellement dangereux. Les radicaux libres, ce sont des molécules qui sont hautement réactives, donc qui contribuent à ce qu'on appelle, vous connaissez le stress oxydatif. Ça, c'est un processus qui est impliqué dans un très grand nombre de maladies, et en particulier dans le vieillissement. Que
que les radicaux libres ne sont pas nos amis, bon ça tout le monde le sait, mais ce qui peut-être n'est pas toujours précisé, hein, c'est que c'est dans ces usines mitochondriales qu'on retrouve le site principal de production de radicaux libres, endogènes, okay, c'est-à-dire radicaux libres que nous produisons nous-mêmes, que notre organisme produit. Vous voyez, là je ne vous parle pas de ceux qui sont générés par la pollution environnementale, par exemple. Okay. Bon, on continue, accrochez-vous. Il faut que je vous explique un truc en plus dans le fonctionnement de la mitochondrie. En fait, avant que ce système ne produise cette fameuse molécule chimique, l'ATP, cette énergie universelle, eh bien, l'énergie, juste avant, est stockée sous la forme d'un gradient électrochimique. Alors, vous attachez pas au mot, mais figurez-vous la chose comme ceci. On va utiliser l'image du barrage. Une énergie potentielle. Dans le cas du barrage, ben c'est l'eau. Okay, une énergie potentielle s'accumule et est stockée. Cette énergie dans les mitochondries, c'est pas de l'eau, hein, et je vais pas vous expliquer et je vais même pas vous expliquer comment elle est stockée. C'est particulièrement astucieux. Regardons l'image du barrage. L'énergie provenant des aliments est stockée sous une forme d'un côté, dans la membrane interne de la mitochondrie. Et quand il y a un besoin d'énergie, d'ATP, quand la cellule a besoin d'énergie, eh bien des vannes sont ouvertes et cette énergie potentielle s'écoule de l'autre côté du barrage, à travers la membrane interne, vers l'intérieur de la mitochondrie. Donc l'énergie potentielle stockée d'un côté du barrage déferle et active des turbines. Ce qui, dans le cas des barrages que nous connaissons sur les rivières, produit de l'électricité, et ces turbines, dans le cas de la mitochondrie, produit l'ATP, cette forme de l'énergie que la cellule pourra utiliser. Retenez juste cette image, elle est précieuse, et puis vous verrez, on va y revenir très souvent. Parlons maintenant de l'offre et de la demande, avec cette image du barrage. Ça, c'est facile à comprendre. Si l'eau s'accumule et s'accumule encore d'un côté du barrage, donc de l'énergie potentielle s'accumule. En fait, tu manges, tu respires et ça s'accumule. Et que par ailleurs, il n'y a qu'une faible demande d'énergie. Parce que par exemple, tu ne fais pas d'exercice physique ou que tu es confortablement installé avec une écharpe et des gants dans une atmosphère tempérée. Donc, que les vannes de ces turbines ne sont pas ouvertes, hein, pour faire passer dans les turbines cette énergie qui est accumulée. Okay, elles ne sont pas ouvertes, il n'y a pas besoin d'énergie. Il se passe quoi? Eh bien, dans cette situation, les électrons stagnent. Okay, ils ne sont pas utilisés. Ils ne participent pas à cette jonglerie moléculaire. Et ils peuvent s'échapper. Ces électrons peuvent s'échapper et générer des radicaux libres. Ce qui veut dire engendrer des dégâts. Ça, c'est par exemple un cas de figure. Une manière dont ce système peut être perturbé. Mais peut-être aussi que ce sont les turbines elles-mêmes, les générateurs eux-mêmes qui dysfonctionnent, okay, qui sont ralentis. La mitochondrie est fatiguée, elle est abîmée, elle est vieille. Okay, si le débit d'électrons progresse normalement, ok. Mais aussi non. Si dans toutes ces réactions chimiques en chaîne, il y a des lenteurs, des maillons faibles, eh bien à nouveau, il y a des électrons qui sortent du rang et qui s'empressent d'aller générer des radicaux libres toxiques. Ce système doit être bien rodé. C'est là, hein, que la santé mitochondriale est importante. Dans ces usines productrices d'énergie, il faut que ça roule, il faut que ça tourne. Alors, vous le savez, nous produisons, bien sûr, parce qu'on a parlé des radicaux libres, mais nous produisons de nombreux enzymes antioxydants qui neutralisent, qui absorbent, hein, les radicaux libres. Mais il y a un niveau, enfin comme pour toute façon, hein, il y a un moment où les capacités de traitement du système de défense antioxydant ne peut plus contenir cette avalanche de radicaux libres.
ce qui entraîne rapidement de sérieux dommages. Des dommages aux mitochondries, donc l'ADN des mitochondries en particulier peut être touché, entraînant des mutations. Et lorsque les dommages s'accumulent, plus vite que la mitochondrie ne peut les réparer, cette mitochondrie devient dysfonctionnelle. Elle commence à faiblir, elle meurt éventuellement. Et le fonctionnement global de la cellule décline. Et puis les cellules perdent leur capacité à produire de l'énergie, elles meurent. Okay, ce qui perturbe évidemment la vitalité du tissu qui est concerné, et puis de l'organe qui est concerné. Et c'est là que nous commençons à remarquer que nous sommes fatigués plus facilement, ou que on prend plus de temps pour se remettre d'une maladie, ou bien où on perd la mémoire. Okay, nous constatons une sorte de fragilité générale. Tout ça, ce sont les étapes du vieillissement. Un déclin bioénergétique qui est également un facteur majeur de la plupart des maladies dégénératives. Voilà. J'espère que cette petite causerie vous permet de comprendre que la clé de la vitalité cellulaire réside dans la mitochondrie. Alors la question qu'on se pose, évidemment, c'est: est-il possible de ralentir le processus de vieillissement et de retarder, ou même de prévenir, des maladies en lien avec la dégénérescence mitochondriale? Eh bien oui, c'est possible. Je vous propose qu'on se retrouve maintenant dans la 3e vidéo. On va en parler. On va parler par exemple des avantages de la frugalité et de la sobriété qui serait intéressant d'insuffler dans nos habitudes alimentaires. On parlera aussi des bienfaits de l'activité physique, parce qu'on sait que l'activité physique c'est bon pour la santé, mais on va comprendre pourquoi. Ok? Donc on se retrouve tout de suite.